faire vivre cet esprit de convivialité et de coexistence et d'ancrage. C'est un ancrage, donc c'est là le plus important. Et c'est cette prise de conscience et chercher à renforcer cette prise de conscience dans le respect, bien entendu, dans le respect des lois. Petite question. Moi, j'entends toujours dire que le roi du Maroc est le descendant du prophète. Et donc, je me demande de quel côté, quoi, parce que personne ne sait. Je peux vous dire? Oui, oui. Alors, je serais intéressée à savoir. Il y a deux personnes qui actuellement dans le gouvernement, dans le monde musulman, qui sont descendants du prophète. Il y a le roi de Jordanie, descendant de la Chine, et le roi du Maroc. Et le roi du Maroc, c'est une monarchie qui date depuis des siècles et des siècles, avant même la colonisation française en Afrique du Nord. Donc, le royaume du Maroc date depuis plus de 14 siècles. Les deux plus vieux royaumes qu'il y a dans le monde, c'est le royaume du Japon et le royaume du Maroc. Et le roi du Maroc descend du Qibla de Fatima Zahra, une des filles du prophète alayhi salam. Et donc, à l'époque, c'était les Berbères. Les Berbères qui étaient des polythéistes. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de polythéisme dans le monde, etc. Et donc le roi du Maroc, vous savez très bien que au Maghreb, nous ne sommes pas des vrais arabes, nous sommes mélangés. Et les Berbères, ils étaient là. Il y avait des Berbères polythéistes, des Berbères juifs, etc. C'est pour ça qu'on retrouve dans l'Afrique du Nord des anciennes antiquités romaines, etc. Et il y avait déjà même à Fès, là où la première dynastie, où le royaume a commencé, Fès, où il y a Volubilis, Walili, etc. Et c'est à cet endroit-là, il y a Idriss Ier, à l'époque du calife Haroun Rachid. Vous savez très bien calife qui va être à des califes, même entre musulmans à l'époque, chacun voulait régner. Donc il s'est sauvé du Moyen-Orient et il a fondé la dynastie idrisside. Et cette dynastie était dans tout le nord du Maroc. Et c'est là où la France est venue. Ils ont divisé l'Afrique à la règle. Donc il y avait l'Algérie, après elle a été nommée, il y avait le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, etc. Mais avant tout ça, c'était un royaume, c'était un seul et même pays, les Maghrébins. Et c'est là où il y a eu l'Andalousie aussi, qui dépendait des rois du Maroc, parce qu'il y avait les Saadiens, il y avait vous voyez, donc le roi du Maroc descend de cette dynastie-là. Et moi, quand je suis parti à la Mecque, je me suis renseigné, parce que je suis marocain, je voulais me renseigner auprès des savants en Arabie Saoudite. J'ai dit, est-ce que c'est parce que les Saoudiens ne descendent pas du prophèt, Les Saoudiens ont été instaurés par les Anglais. Et j'ai demandé, c'est qui les vrais, ceux qui ils ont un livre où tous ceux qui descendent du prophète alayhi salam, il y a le roi du Maroc et il y a le roi de Jordanie. Et j'ai même rencontré moi qui travaille à l'hôpital des médecins chirurgiens de Tlemcen et qui ont la carte à El-Aouya, Sherifa, et qui descendent de Moulay Idriss. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Maroc, Algérie, Tunisie. En fait, c'était le même. C'était le même pays. C'est pour ça que vous allez avoir des noms de famille en Algérie, pour les mêmes noms de famille du Maroc, qui descendent Chorfa. Il y a des Algériens, les Bouzidi, c'est des Chorfa, Lesbir. Il y a des Algériens, des Mauritaniens, qui ont la carte de leurs ancêtres, qui descendants comme les Cohen. Les Cohen descendent vous comprenez un petit peu, des saints dans le sang, je veux dire, qui descendent des pieux. Voilà. C'était des tribus en fait. Voilà. Et on les connaît par rapport aux grands noms de famille. Les Benani, les noms. Il faut savoir, c'est pas juste ces deux familles-là. Tout ce qui est descendant du prophète via Fatima Zahra, via le Hassan, c'est la culture, sont des noms, des ashraf. Mais maintenant, ça ne veut rien dire à notre religion musulmane. Si tu es noble, tu es shérif, tu fais n'importe quoi. Non, il faut. Bien sûr. Donc c'est que le bon sac. Voilà. C'est pas un prétexte. Il n'y a pas de clergé. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que ce n'est pas un prétexte. Il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit voilà, il y a Fatima, bint Mohammed, elle m'a dit, fille que du bien. Le dernier jour, je ne sais rien à te faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire de recommandation choui comme ça. Donc il n'y a pas d'éclairage à la coutume musulmane. C'est vrai, ça reste. Voilà le truc. Voilà.
a pas de clergé en islam. Il n'y a pas de tous les musulmans sont égaux, quel que soit le rang politique. Le Maroc, bien sûr, nous avons cette situation ça veut dire même alors si je suis musulman, un descendant du prophète Mohammed, je n'ai pas d'autorité comme ça. Qui permet une situation juridico-politique qui permet de gouverner dans la symbiose et dans le... Voilà. Mais dans l'islam, on doit toujours écouter son gouverneur. Ça veut dire, nous, on est un allégeance au cas du roi du Maroc. C'est pas question de... Non, mais la question, elle est gérée différemment. Dans le Maroc, nous avons immunisé le culte. Le culte en créant un conseil de savants à l'échelon régional et à l'échelon national, seul habilité à, par exemple, à donner un dictant en matière religieuse. C'est là un point de force dans lequel nous sommes fiers au Maroc, qui permettrait d'unir et d'humaniser le champ religieux. Ne pas vis-à-vis de l'extrémisme et des tendances. Voilà. C'est la chose très importante. Voilà. Une chose très importante, immuniser le champ religieux. Immuniser le champ religieux est très important. C'est une mesure sur laquelle nous avons pris des mesures depuis 20 ans, pratiquement depuis le règne c'est-à-dire en essayant de créer en usant de l'ijtihad. L'ijtihad, c'est l'effort d'interprétation, c'est faire l'interprétation du texte dans le contexte. C'est très important. Le Maroc, c'est la tendance que nous avons. Je crois même en Algérie, c'est... Même l'Empire ottoman n'a pas pu rentrer au Maroc. Là, c'est libre. Je crois qu'en Algérie aussi, on est dans le même... c'est-à-dire essayer d'immuniser le culte religieux. Oui, mais c'est un pays républicain. Ça veut dire que c'est vrai que la constitution nationale, que l'islam, c'est la règle de l'État, mais ça reste toujours la liberté bien exerce du non-musulman, que la jeune n'est pas trop impliquée sur... Mais le rôle de l'État, l'État a un rôle très important dans d'humaniser le champ religieux vis-à-vis des tendances. C'est encadré, organisé. Vous savez, par exemple, en Algérie, on a vécu une décennie très noire à cause de l'extrémisme, l'interprétation mauvaise de la religion. C'est pour ça l'État encadré, les lieux de culte organisés, former les imams, former les mourchidats, imams femmes, par exemple, entre parenthèses, organiser les églises, même ainsi quelques lieux de culte juifs, synagogues anciens, cimetières que ça, c'est organisé, c'est formé, c'est un peu, c'est pas contrôlé, mais accompagné, voilà. Accompagné. Cet accompagnement est très important, primordial pour la communauté religieuse. Donc, je crois que là, on a la journée le 27, on a le 16 mai, la journée internationale du vivre ensemble. Déjà, c'est la Zawia al-Alawiya qui a créé ça. C'était reconnu par l'ONU. Chaque année, on fête le 16 mai la journée de vivre ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on fait de couscous marial. On fait couscous marial au sein de l'église. D'ailleurs, c'est les jours de fête qu'on fait. Donc, c'est ça. Pour les mariages, pour les fêtes, on fait le couscous. Pour des soirs. Ah oui, c'est ça. Lorsque vous célébrez le Nouvel An, est-ce que vous invitez aussi les autres religions? Parce que les Juifs le font. Pour Rosh Hashanah, Serge Benaïm, la Marocaine, il invite toujours les non-juifs, c'est-à-dire les chrétiens, les musulmans, mais aussi les responsables politiques. C'est une bonne idée. Il invite le prêtre de l'église en face, parce qu'il y a une église qui s'est construite en face de la synagogue, c'est quand même assez étonnant. Et le curé s'appelle Guggenheim. Alors, et en plus, il est d'origine juive. Voilà, donc c'est quand même assez... Ça, c'est plein de choses un peu surprenantes, quoi. Et donc, Serge Benaïm invite M. Guggenheim, et il vient à la synagogue pour les fêtes,
Et il invite également l'imam qui vient régulièrement. Ouais. Et il vient aussi, il l'invite pour les fêtes aussi, il l'invite aussi chez lui. Oui, mais il l'invite pas seulement à assister à la cérémonie, il l'invite à intervenir. Il intervient. Et l'imam de la mosquée d'à côté, il intervient directement à toute la communauté. Et le curé de Guggenheim aussi, parce que et il y a aussi un pasteur protestant qui vient, et il y a aussi Madame Drucker. La bouddhiste qui vient. Elle n'a pas pu venir avec nous. Elle n'a pas pu venir aujourd'hui, mais disons que pour les fêtes, ils viennent tous à la synagogue. Ils sont tous là. Et donc ça montre que toutes les communautés peuvent vivre ensemble sans problème. Voilà. Mais ça, c'est pas bien vu, parce qu'il faut que les communautés ne s'entendent pas pour faire de la publicité à nos dirigeants. Voilà. Mais je voudrais aller. Pardon. Je voudrais aller dans ton sens. Je pensais que à vous de prendre la parole. Alors, je rappelle que vous êtes la nièce. La nièce de Farida. Nous habitons toutes les deux dans le 19e depuis très très longtemps. Moi, la première dans les années 90, et toi et maman qui avait suivi par la suite. Je suis également engagée en politique avec Farida. Dans le 19e arrondissement. Et puis, moi, j'ai un parcours personnel d'expatriation dans ce que j'appelle culturellement la germanosphère pendant plus d'une vingtaine d'années. Auparavant, avant d'être dans le 19e et dans ma jeunesse, j'habitais dans le 11e arrondissement, donc que je connais bien. J'entendais tout à l'heure parler de la mosquée, de la synagogue des Trois Bornes. Oui. Et alors, c'est un nom que j'aime beaucoup parce que j'y habitais. Mes grands-parents étaient commerçants. Rue des Trois Bornes. Mes grands-parents étaient commerçants, avaient un restaurant café-bar qui s'appelait, alors c'est très rigolo, qui s'appelait Le Nordique, qui aujourd'hui est un hôtel et dont les entrées donnaient rue Jean-Pierre Timbaud et rue des Trois Bornes. Et alors tout ce quartier, y compris sur l'avenue de la République, donc on y trouvait toutes les communautés. Juifs de l'Est, juifs dans les Ashkénazes, les séfarades, les catholiques, les chrétiens, les agnostiques, les athées, et puis bon, il y avait une activité commerciale et artisanale très 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 importante. Et tous ces gens-là, c'est peut-être il y a quelques années aujourd'hui, mais tous ces gens-là représentaient et vivaient ce dont nous parlons depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que pour les bar mitzvahs, moi je me rappelle toute jeune, donc j'allais chez tous les voisins. Pour les fêtes musulmanes, ils venaient également à la maison. Les naissances, les mariages, les décès. Il n'y avait pas de question de frontières religieuses. Entre nous, on se réjouissait des joies de chacun et on s'attristait et on partageait aussi les tristesses dans les décès, dans les difficultés. Il y avait de l'entraide entre commerçants, mais des fois au-delà du commerce, sur des questions humaines, celui qui divorce, celui qui a des difficultés pour telle ou telle chose. Les gens s'entraidaient et mes grands-parents ont énormément compté dans ma vie et m'ont transmis ce rapport à l'autre où il n'y a pas le rapport à l'autre n'est pas nécessairement quelque chose de difficile, c'est pas un obstacle, l'altérité n'est pas un obstacle. Et aujourd'hui, donc après plusieurs années ne trouvant plus ça, je m'inquiète particulièrement de voir la montée des extrêmes un petit peu partout, le retranchement, le repli. Alors on parle du Maroc, on parle de l'Algérie, on pourrait parler de la Palestine, on pourrait parler d'Israël, mais au final on a aussi parlé d'humain, d'humanisation, et l'humain c'est tous les jours un peu partout et au-delà des frontières. Et moi je m'inquiète des retombées sur chacun d'entre nous au quotidien, dans nos vies, à côté de chez nous, de ces replis un petit peu sur soi, où les gens ne savent plus pas se retrouver comme aujourd'hui. Et puis, c'est pour ça que Cieux doit s'agrandir. Voilà, se retrouver comme aujourd'hui et puis se rappeler des fondamentaux. J'ai entendu des mots qui forcément me font rebondir. J'ai entendu parler d'Andalous, à l'Andalous, qui est ce monde séfarade où juifs, chrétiens et musulmans vivent dans un espace géographique qui aujourd'hui est le seul espace géographique européen de son genre. À travers l'histoire, le seul espace où, à son époque, alors qu'on a chassé les Juifs d'Europe et qu'on a remplacé ce bouc émissaire utile
dans l'Europe par les femmes, les sorcières que l'on va chasser. L'Espagne à l'Andalous est le seul endroit où il n'y a pas de chasse aux sorcières et où les juifs, les chrétiens et les musulmans vivent ensemble en ayant des fonctions, en pouvant accéder à des fonctions aussi importantes les unes que les autres, de conseillers, de vizirs. Je lisais récemment un texte très intéressant d'Ibn Chaprout, qui était le conseiller du califat et qui était envoyé dans toute l'Europe à l'époque pour négocier avec les plus grands et pour faire de la diplomatie donc, dans cet État. Et je suis personnellement convaincue que c'est quelque chose, c'est une espérance, hein, c'est quelque chose qui est profondément en chacun d'entre nous, même les gens qui ont peur et qui n'y pensent pas forcément parce qu'ils ne le savent pas ou parce qu'ils ne connaissent pas ou parce qu'ils ont d'autres préoccupations tout simplement. Mais la situation globale est suffisamment préoccupante pour pouvoir rappeler à nos mémoires et dans nos communautés et dans nos modes de vie ensemble ces moments de l'histoire. Voilà. Merci. Pour en revenir à ce que vient de dire Natira, la communauté d'Andalousie, effectivement, il y avait effectivement une communauté qui parlait le judéo-espagnol. Encore aujourd'hui, vous avez une association en France qui s'appelle Vidas Largas, tu connais, voilà, et qui parle le judéo-espagnol et qui essaie de le transmettre aux jeunes générations. Et c'est vrai que c'est beau parce que c'est quelque chose qui existe encore en Andalousie et qu'on est en train d'essayer de remettre au goût du jour en France avec cette association Vidas Largas. Et j'espère que la prochaine fois, ils pourront assister avec nous.